messieurs, bonsoir. Sans aucun doute, l'émission numéro 1 sur le conseil et le service. Le harcèlement au travail, le harcèlement dans la vie privée, quand le quotidien devient un enfer. Enquête sur un phénomène en pleine explosion. Ça démarre tout de suite. Bonsoir, c'est sans aucun doute. Vous êtes des millions en France à vous dire victimes de harcèlement sexuel ou moral. Et les chiffres sont en constante augmentation. Caresser. Les mains, les genoux. Les jambes. Enquête ce soir sur ce phénomène inquiétant qui gangrène notre société et qui peut vous arriver. Tous les gens qui ont habité dans cette maison-là, t'as foutu ta mère. Elle se gênait pas de rentrer dans notre ménage comme ça, en fin de compte, de se mêler de tout. Nathalie aurait subi un harcèlement sexuel par un supérieur hiérarchique. Fragilisée puis malade, elle dit avoir été détruite par son harceleur. J'étais un zombie, je mangeais plus, je prenais des cachets. Et comme souvent dans ce genre de situation, le présumé harceleur nie en bloc. Aujourd'hui, ce que vous me dites, c'est que cette dame, en fait, tout ce qu'elle dit, c'est faux. Oui, non, moi je nie tout ça, quoi. Nathalie se sent seule, désarmée et impuissante. Parce que j'ai pas la force de... Je suis enfermée en moi. C'est également le cas de Stéphanie. J'étais triste et... Harcelée par une publicité qui vantait un maquillage permanent, Stéphanie s'est laissée convaincre, mais l'esthéticienne l'a ratée. Je suis obligée de me camoufler. Oh, merde, Stéphanie. Oh, ça suffit maintenant. Allez, au revoir. La jeune femme est traumatisée, elle ne se reconnaît plus. Même si je dis que c'est pas grave, que j'essaye de relativiser, en vrai, ben oui, je souffre réellement. Le harcèlement peut prendre d'autres formes, entre voisins par exemple, où il est souvent destructeur. Qui c'est qui fait ça à travers Ose me toucher. Ose me Oui, toucher. moi j'oserais te toucher. Ose-moi pas me toucher. Déjà, t'insultes mes enfants. Je suis plus intelligente que toi, Nadège, n'oublie pas. Tous les moyens sont bons pour harceler l'autre. Un incident, même mineur, peut dégénérer. Et ça suffit, il y a maintenant, mais il y en a ras-le-bol. Qui sont les harceleurs? Quelles sont leurs méthodes? Quelles sont leurs motivations? Comment sortir de l'engrenage quand on est harcelé? Il fallait que je la touche, c'était obligatoire. Les conseils pour vous défendre, les pièges à éviter, c'est maintenant, dans Sans aucun doute spécial harcèlement. Allez. Je me souviens pas de tout, parce que je sais que... il faut pas. Mais je sens ses mains sur moi. Ça me dégoûte. Il fallait qu'elle me touche, il fallait que je la touche, c'était obligatoire. Ouais. Oui. Oui, elle m'a fait du mal, oui. Et tu vois, c'est tellement grave que personne ne peut comprendre et croire ça, c'est... Oui, elle a fait des choses avec moi. Enfin, elle voulait absolument avoir des rapports et me toucher. Et moi, ça me dégoûtait. Ça me dégoûtait. Elle voulait que je la touche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout, je veux plus parler. Pendant 2 ans et demi, Nathalie aurait été victime d'harcèlement moral et sexuel par l'une de ses responsables. Il est temps pour elle de se confronter à cette femme, une épreuve qu'elle redoute. Non. Je veux pas aller la voir, j'ai peur d'aller la voir. Pour mieux comprendre ce dossier, retour en 2004. Nathalie est monitrice éducatrice auprès d'enfants dans une fondation. À l'époque, elle fait la connaissance d'une collègue qui deviendra l'une de ses responsables et bientôt, selon elle, son pire cauchemar. J'étais très impressionnée par ses compétences, car elle maîtrise énormément tout ce qui concerne la psychologie, la psychanalyse, et comment dirais-je, elle avait des réponses sur absolument tout. Courant 2005, Nathalie se confie à cette nouvelle amie. Une amicale complicité s'installe.
Ça me faisait parler et ça me faisait du bien car comme j'ai une enfant très particulière, je n'ai pas eu de famille. J'ai vécu bien sûr sans amour ni rien et très repliée sur moi-même. Ma sœur et moi-même, nous avons été victimes d'inceste et on a été souvent placés à droite à gauche. Mais vous lui en avez parlé de ces problèmes d'inceste? Oui, oui. Le fait qu'elle s'occupe de moi, pour moi-même, c'est-à-dire sans arrière-pensée justement, c'était nouveau. Cette nouvelle amie devient une confidente réconfortante, toujours prête à prodiguer des conseils. Elle était vraiment l'amie et un tout petit peu la mère en fait. C'était quelqu'un qui apportait beaucoup sur ce que j'avais vécu. Elle avait des mots. Elle serait de plus en plus présente dans la vie quotidienne de Nathalie et de Frédéric, son compagnon. Et c'est vrai qu'elle lui prenait son sac, elle lui ouvrait la porte, elle venait des fois apporter une bouteille de champagne. Et elle s'asseyait à côté du canapé, mais elle était toujours collée, elle était toujours... En seulement quelques mois, Nathalie s'isole et se coupe du monde. Elle oublie sa propre famille. Tout doucement, elle m'a éloignée des miens parce que je croyais que ce qu'elle me disait était vrai. Qu'on ne m'aimait pas, on me laissait pour compte et que je méritais mieux. Et qu'elle seule, en tant que personne, entre guillemets, amie, était beaucoup plus pure que ceux qui étaient autour de moi. Elle supportait plus les enfants, elle me supportait plus, elle avait hâte de se coucher, elle n'était plus la même, du tout la même. Loïc Skornek, est-ce que justement quand on voit son conjoint sombrer comme ça, c'est peut-être au conjoint d'essayer de commencer à se dire elle est peut-être victime de harcèlement? Celui qui est harcelé, il va finir par développer un sentiment de honte. Et quelquefois même, pour cacher cette honte et pour cacher cette impuissance, il va mentir à son conjoint. Après plusieurs mois, cette amie lui aurait révélé son secret. Elle m'a dit je ne suis pas homo, mais je suis amoureuse de toi. En aucun cas, elle ne m'avait fait du mal. Donc je me suis dit, dans un premier temps, elle va se lasser. Pour Nathalie, l'amitié entre les deux femmes reste intacte. C'est ainsi que cette amie leur est informée d'une possible évolution professionnelle. À partir d'août, donc elle était en visite à la maison, elle me dit qu'il y a un poste qui va se libérer. Elle me demande si je veux postuler. Elle m'explique dans quoi consiste ce poste, et donc ne plus travailler les week-ends et les soirs, mais travailler de journée. Le 15 septembre 2005, Nathalie obtient ce poste. Mais 6 mois plus tard, en mars 2006, elle apprend une nouvelle. J'ai su quelque temps après que cette femme allait devenir ma directrice. Dorénavant, cette amie sera l'une de ses supérieures hiérarchiques. Selon Nathalie, cette femme n'hésiterait pas à lui faire la cour. Elle lui aurait écrit un poème. En voici le titre, Les yeux croisés des latanes, c'est-à-dire Nathalie à l'envers. Je pénètre dans la profondeur de tes yeux envoûtants, qui m'enveloppent de ton auréole angélique, qui me portent dans un monde de douceur et de tendresse, qui me font frémir à l'aune de ta sensualité secrète. Pour mieux comprendre cette situation, elle décide de nous présenter ses collègues, Virginie et Sabrina, toujours en poste à l'heure actuelle. C'était toujours cette attitude où elle cherchait à te frôler, elle cherchait toujours à te toucher. Je l'ai même vue te frôler dans l'encadrement d'une porte. La chaise. La chaise. Le long d'une chaise. C'est vrai que c'est pas rare, loin de là, qu'elle laisse traîner ses mains. Elle rentrait dans une pièce. Bonjour. Elle est où Nathalie? Elle est où Nathalie? Voilà. Le jour où elle s'est assise sur tes genoux. Quelle horreur. La fois où elle a posé ta main, tu te souviens quand tu n'arrivais pas avec l'ordinateur, tu étais avec la souris de l'ordinateur, elle avait posé ta main, c'était sa main sur la tienne et toi tout de suite tu l'as retirée, choquée. On avait toujours qu'après toi, il fallait toujours que tu ailles partout avec elle. Une fois où elle est venue en disant toi tu viens et je dois aller mettre de l'essence. Si un employeur ou un salarié, un collègue s'amuse à suivre en permanence quelqu'un, que ce soit sur le lieu de travail, par exemple dans le parking, ou que ce soit du bureau au domicile et du domicile au bureau, c'est tout à fait répréhensible. Là, on est en plein délit de harcèlement.
puni par le code pénal de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Au fil des mois, le comportement de cette supérieure aurait changé. Elle est devenue autoritaire, elle est devenue relativement violente et de plus en plus violente. Quand elle venait me chercher par exemple sur la structure, c'était bien souvent pour m'emmener et me faire des scènes, puisque je ne répondais pas à ses avances. Et elle voulait absolument savoir où j'étais. Et on était en train de manger dans une enseigne, enfin bref, et elle est venue nous attendre sur le parking pour me remettre un truc qu'elle avait décidé de m'acheter. Parce que dès que j'émettais un désir quelconque en public ou non, peu importe, elle se faisait... elle allait me l'acheter, quoi. Cette femme aurait décidé de nommer Nathalie sur un nouveau projet qui nécessite des déplacements dans différentes régions de France. Ce qui fait qu'elle pouvait m'emmener, justement, n'importe où, n'importe quand. Nathalie serait une femme sous influence. L'emprise de l'une de ses supérieures ne se relâcherait pas. Elle m'obligeait, tu sais, tout le temps à aller manger là-bas, à droite, à gauche, avec elle, tout le temps. Et là-bas, j'avais cette route en horreur. J'avais une envie, c'est de m'en aller. Je savais pas comment fuir, je pouvais pas fuir, fallait que je reste. Je pouvais plus bouger, j'étais verrouillée. Je me suis mise à avoir peur, et de plus en plus peur, et jusqu'à être terrorisée. Selon Nathalie, elle serait paralysée par la peur qu'elle ressent. Elle m'a fait rentrer dans une peur qui faisait que j'étais obligée de... Je lui appartenais, voilà. J'étais à elle. J'étais pour elle. Durant cette période, le comportement de Nathalie se serait altéré. Elle avait plus cette gaieté. On voyait qu'elle s'était renfermée, qu'elle souffrait. Qu'elle souffrait à cause de cette femme. J'avais tendance à aller vers les gens justement parce que j'aime le contact. Et maintenant j'ai peur et je fuis le contact. Elle était tellement paniquée qu'elle me cachait tout. Donc moi je ne croyais ce qu'elle me disait. Je pensais pas que c'était si grave que ça. Là c'est vrai, on commence à se disputer de plus en plus. On a failli se séparer plusieurs fois. Et vous ne saviez toujours pas ce qui se passait? Et je ne savais toujours pas ce qui se passait. Je commençais à avoir des doutes. Et il me disait, c'est bizarre, elle te colle, elle t'emmène, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi je disais, mais non, c'est rien, c'est une amie, etc. Impossible pour ses proches de percevoir ce qu'aurait vécu Nathalie. Ses collègues nous rapportent pourtant certains faits qui leur ont paru équivoques. À chaque fois que elle venait, ton attitude était plutôt à l'inverse, livide. Tu étais toujours sur le recul, tu étais prostrée. D'un seul coup, elle me parle de toi en me disant je la trouve pas très bien en ce moment. Et elle m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit non, elle est comme d'habitude. Et de là, elle m'a dit de toute façon, je vais la faire craquer, j'en ai les moyens. Selon Nathalie, cette femme se serait montrée de plus en plus pressante. Au début, c'était très très amical. Après, c'était de plus en plus... Elle était de plus en plus proche. Elle me caressait. Les mains, les genoux, les jambes. Je ne me mettais même pas en jupe, tellement, tu vois, la seule fois où j'ai été en jupe, mon Dieu, une jupe noire. Mais le plus traumatisant serait survenu lors d'un déplacement. Elle s'est arrêtée dans un chemin. Parce qu'elle voulait des rapports sexuels. Il fallait qu'elle me touche, il fallait que je la touche, c'était obligatoire. Ouais. Elle me levait mes affaires, mon pull. Elle avait baissé son pantalon. Elle voulait que je la touche. Non, je voulais pas. Non, j'étais complètement terrorisée. Je me souviens pas de tout parce que ça a été trop dur, trop violent pour moi. J'ai l'impression que je vais revivre ça, tu vois, et qu'elle va encore me faire du mal. Elle le voit bien que vous êtes tétanisé malgré tout. Elle le fait quand même. Parce que j'ai pas la force de la bouger, j'en sais rien. J'en sais rien. Dès lors, Nathalie sombre dans une profonde dépression. J'étais un zombie, je mangeais plus, je prenais des cachets.
Je buvais de l'alcool. Je préférais mourir que de continuer à la suivre, parce que j'ai pas d'échappatoire. Le 4 décembre 2006, Nathalie est internée en hôpital psychiatrique. Qui vous a conduit là-bas? C'est elle qui m'a emmenée. Celle qui vous a fait du mal vous a emmené à l'hôpital? Parce qu'elle vous a vu en pleine détresse au bureau? Oui, sûrement. Elle voulait surtout pas me divulguer où elle était. Donc elle partait en une semaine en repos et je devais pas savoir. Et en fin de compte, j'ai tout fait pour savoir où elle était hospitalisée. Récupérer à l'hôpital, c'était une épave, une épave. Pour Nathalie, qui souhaite préserver son emploi, il n'y a aucune alternative. Selon elle, l'influence de cette femme auprès de cette fondation serait trop importante. Mais qui suis-je par rapport à elle? C'est rien du tout. Je suis rien du tout. Alors elle en profitait. Elle prenait tout. C'est tout. Moi, j'existais pas, alors comment veux-tu? J'étais complètement perdue. Parce que tout le monde pense que c'est quelqu'un de droit et de bien. Et moi, je pouvais rien dire. Je pouvais rien dire du tout. C'est ainsi que Nathalie retourne travailler, tenaillée par la peur. Elle reste plongée dans une grave dépression avec des idées suicidaires. Un jour de janvier 2008, elle décide de rédiger son testament. C'est pour expliquer à ma famille, qui n'a pas toujours compris dans quel enfermement j'étais, pour essayer de leur faire comprendre que le cerveau est malléable, surtout quand il y a eu souffrance dans l'enfance. Croiser des gens comme elle qui passent inaperçus ou presque peut être dangereux. À la lecture de ce document, son compagnon est stupéfait. C'est dur. Dur de pas avoir pu dire qu'elle a subi ça pendant 2 ans et que j'ai rien pu faire, que j'ai pas été assez présent. J'avais envie de retrouver cette femme. Et de tout casser? Et de tout casser, oui. La détruire comme elle nous a détruits. J'ai cette rage en moi, je crois que je pourrais être très méchant. Soutenue par son compagnon, elle décide de se confier à plusieurs collègues. Si on constate qu'il y a un danger pour quelqu'un, que sa santé peut être en danger, on a l'obligation d'alerter l'employeur pour qu'il protège le salarié. Loïc. 2 choses à propos des témoins. Non seulement elles ont parlé, mais elles ont écrit. Elles ont écrit, les témoignages, je les ai. Elles ont été convoquées, chacune à tour de rôle, je tiens à le dire, 3 heures de rang. Mais elles risquent tous, elles ont 10 ans de boîte. Les seules depuis décembre qui veillent sur moi, c'est elles, parce qu'elles étaient très inquiètes et puis elles étaient au courant, donc elles m'ont porté tenue. Le 29 février 2008, elle explique sa situation au directeur territorial de la Fondation. Une enquête interne est ouverte. Depuis le 10 mars 2008, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail de plusieurs mois. Nathalie n'a jamais osé affronter cette femme. Aujourd'hui, elle veut des réponses, elle décide de la contacter. Oui, tu me reconnais? Non. Ah, moi je me doute. Moi je te reconnais pourtant. Ah bon? Oui. La conversation entre les 2 femmes ne dure que quelques secondes. Son interlocutrice raccroche. Nathalie tentera de la joindre à nouveau, sans plus de succès. Oui, te revoilà. Tu te rends compte du mal que tu m'as fait? Allez, au revoir. Nathalie est ébranlée. Le simple fait d'entendre la voix de cette femme la replonge dans le passé. Tu vois, c'est atroce, ça c'est... C'est épouvantable pour moi, c'est... Je veux qu'elle sache comment dire, ce qu'elle m'a fait. Tu vois, qu'elle sache que c'est fini. C'est fini, je suis plus son esclave, c'est terminé, tu vois. Terminé. Aujourd'hui, Nathalie se sent assez forte pour demander des explications à son employeur. Nous l'équipons d'une caméra cachée. Elle est reçue par le responsable des ressources humaines. Oh. Vous n'êtes pas en maladie? Si, je suis en maladie. Ah oui, c'est bien, il me semble. Oui. C'est un problème... c'est pas grave comme problème de santé? C'est assez sérieux, on va dire. Alors, ce qui m'amène, en fait, c'est savoir un petit peu où on en est par rapport à cette enquête. Expliquez-moi. Si vous voulez, à un moment, que cette affaire soit jugée comme il se doit et qu'on dise à un moment c'est vrai ou c'est faux, c'est pas nous qu'il faut venir voir.
Et pourquoi pas vous? Je peux avoir confiance en vous. Mais c'est pas notre boulot. On n'est même pas à chercher si les propos sont vrais ou pas, on est juste à chercher s'il y a harcèlement ou pas. Dans toutes les affaires de harcèlement, les employeurs sont toujours prudents, et c'est vrai qu'il y a des vrais harcèlements. Il faut dire les choses comme elles sont, il y a des faux harcèlements, et donc qu'ils enquêtent, qu'ils vérifient. En soi, c'est pas anormal. Et vous savez bien qu'elle m'emmenait partout, vous le savez bien. Monsieur le savait très bien, elle l'a bassiné avec ça. Alors il peut pas se dire, c'est bizarre, c'est vrai, elle voulait absolument que Nathalie fasse des sorties avec elle pour prospecter dans les structures. Ce qui marche pas. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ben oui. Mais bien sûr que si, c'est dans oui, le cadre du travail. D'accord. Vous êtes Je me balade avec ma bonne femme de chef. Qui, dans le cadre du travail, m'emmène découcher. Ça, c'est ça pour l'instant, il n'y a rien d'anormal. Hein. Il y a une RH qui était, je disais, au courant de cette histoire avec cette femme, puisqu'en septembre, elle me faisait parvenir des annonces pour trouver un autre travail, alors que c'était un des bras droits quand même de cet endroit-là. Elle vous a envoyé des annonces pour un autre boulot ailleurs? Oui, elle savait l'histoire et elle me fournissait en annonce pour que je puisse m'en aller, et en me disant, c'est vrai que c'est compliqué, c'est une femme qui a du poids. Moi, je trouve qu'on a quand même pris des mesures qui sont assez dures, parce que vous avez peut-être pas l'impression que c'est dur, mais on a quand même pris des mesures. C'est-à-dire qu'on a quand même dit à une personne de changer de lieu. On a un rendez-vous pour qu'on vous fasse un retour. Au cours de cet entretien, aucune précision sur le déroulement de l'enquête n'est communiquée. Cette femme a été mutée à 4 km dans une autre structure. Elle occupe un poste à responsabilité auprès d'une autre équipe. Des mesures qui ne satisfont pas l'avocate de Nathalie. Celle-ci s'étonne de la position de la direction de cette fondation. Dans la mesure où elle n'a pas pris de sanctions à l'égard de la harceleuse et donc de l'agresseur qui cumule donc les deux qualités, elle préfère ne pas la sanctionner. Celle-ci continue à aller travailler normalement, elle continue à exercer les mêmes fonctions qu'elle exerçait par le passé. Et ma cliente, elle, est en arrêt maladie car elle est dans l'incapacité et ce serait de toute façon extrêmement néfaste pour sa santé physique et mentale que de retourner travailler là-bas. Cette entreprise, il faut le souligner, a quand même, il y a des choses qu'on peut lui reprocher, on va discuter avec eux, mais a quand même pris un devoir de précaution puisque cette supérieure qui aurait causé des ennuis à madame a été séparée. Mais séparée à 4 km. Que dit la loi? Est-ce que 4 km, ça suffit pour un principe de précaution? Écoutez, la loi est très claire en ce qui concerne le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. L'employeur doit prendre toutes les mesures pour éviter les problèmes. Alors, isoler quelqu'un à quelques kilomètres, on peut dire, oui, ça peut être suffisant. Le problème, c'est que c'est pas d'envoyer la personne à quelques kilomètres, dans la mesure où la personne peut revenir. Elle le fait régulièrement. Aujourd'hui, Nathalie a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral et sexuel ainsi qu'agression sexuelle. Désormais, sa vie de couple est bouleversée. Mais ça a gâché ma vie, ça m'a sali. J'ai des hauts de cœur. Quand des fois il faut avoir des relations, j'ai eu des hauts de cœur. Oh. Quand il s'agissait d'être avec mon conjoint. Surtout comme ça, quand on est tous les deux et qu'on est dans l'intimité avec lui, je me déteste, je me dégoûte. J'ai envie de partir, j'ai envie de fuir, je sais jamais ce qu'il faut que je fasse. Nathalie n'est plus la même, c'est aujourd'hui une femme détruite, incapable de se reconstruire. Je suis pleine de cachets. Je ne dors pas et ça me fait horriblement souffrir. Une situation difficile à accepter pour cette femme dont l'enfance avait été douloureuse. C'est cette enfance violée qu'elle a prise. Elle a joué sur mes sentiments, sur mon manque d'amour, sur ce besoin qu'on s'occupe de moi pour me terroriser. Je ne sortirai pas face à elle. C'est ça qui m'inquiète le plus. Parce que la fondation, ils sont derrière elle. Et je m'en sortirai pas. Et moi, je vais être foutue, tu vois. Sur le plateau, Nathalie ne va pas mieux, au contraire. Bernard Sabat souhaite adresser au nom de toute l'émission un mot de réconfort à notre témoin.
C'est vrai que votre passé est lourd et qu'il pèse dans vos actes et dans vos pensées et que vous avez voulu aussi quelque part aussi protéger l'amour que vous avez pour votre mari. Donc, avec tout le respect que je vous dois, je crois qu'il ne faut pas vous condamner dans votre tête parce que vous êtes une personne extrêmement sensible et on peut comprendre dans ces moments-là qu'avec cet abus de faiblesse que vous avez vécu, vous aviez été aussi loin dans votre silence. Donc, ne vous découragez pas, vous ne méritez pas justement tout ça. Même si nous ne pouvons rien affirmer dans cette affaire puisqu'elle n'a pas encore été jugée, Nathalie compte sans aucun doute pour s'en sortir. Notre témoin souhaite que son entreprise reconnaisse les faits et la licencie dignement. Elle espère également des excuses de la part de la supérieure mise en cause. Il est donc temps d'agir. Nous nous tournons immédiatement vers Kaina Haït, notre journaliste sur le terrain, pour retrouver la trace de la présumée harceleuse. Kaina, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Vous êtes prête à intervenir si besoin est. Cette dame, donc, aujourd'hui, travaille dans un autre centre que celui où elle était affectée auparavant. Oui, c'est ça. Elle travaille dans un autre centre à 4 km. Mais là, en ce moment, de cette région, c'est les vacances scolaires. Donc, elle est à son domicile. D'accord. C'est parti, la régie fait maintenant le numéro. Nous allons essayer de joindre cette personne. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. La supérieure mise en cause ne répond pas, mais pour notre témoin, nous devons insister. Nous tentons à nouveau notre chance, mais cette fois sur son portable. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Et dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mon émission, j'essaie de comprendre une situation et on peut toujours nous raconter des choses. Moi, j'aime bien vérifier pour ne pas dire de bêtises. Oui. Nous avons été contactés par... Ah oui, je vois de quoi vous parlez. Bon, voilà. Donc, madame, moi, ce que je voudrais, c'est simplement pouvoir en discuter pour savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans ce que l'on me dit et qu'il y ait un dialogue qui soit objectif, en tout cas, et qu'on ne tienne pas des propos vous concernant qui soient complètement faux, ce qui serait dommage. Donc, est-ce qu'il est vrai qu'il y a cette dame, donc, qui se plaint, je crois, d'avoir été victime d'une sorte de harcèlement? Est-ce que ça, oui, pour vous, c'est vrai? C'est de ce dont elle se plaint, oui, depuis le mois de février. Et est-ce que ça, vous le confirmez ou pas? Ah non, pas du tout, parce que c'est quelqu'un que j'ai accompagné pendant très longtemps, qui était... en fait, elle travaille dans la même... je pense qu'elle a dû vous le dire, au même endroit que moi. Oui, oui, tout à fait, oui. Bon, d'accord. Et je marche, je suis un peu essoufflée parce que je suis en train de faire une marche. Je vous en prie. Donc je l'ai rencontrée dans le cadre du travail et à l'époque on a été dans le même service pendant 1 an, donc on a été amis, etc. Et puis ensuite c'est quelqu'un, je suis devenue chef du service. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours accompagné, qui était en quête de formation, etc. Et qui du reste était venu chez moi, s'était invité chez moi, etc. Et voilà quoi, donc elle a toujours demandé, elle m'a toujours demandé de l'aide, je l'ai soutenue, aidée pour ses enfants, notamment pour un de ses enfants que j'ai... pour qui j'ai rencontré le directeur de l'école où il était, pour qu'elle puisse avoir des aides, etc. Et donc, moi, je n'ai pas compris. L'interlocutrice ne saisit pas la démarche de notre témoin. Nathalie nous aurait-elle menti? Aurait-elle inventé cette histoire de harcèlement et d'agression sexuelle? Nous avons peine à le croire. En nous appuyant sur les propos de notre témoin, nous rafraîchissons la mémoire de celle qui se définit comme l'ancienne amie de Nathalie. Cette dame nous dit, et voilà, vous me dites si c'est vrai ou pas, qu'il y aurait eu une scène qui se serait déroulée dans une voiture où, voilà, il y a eu des gestes plus que tendancieux à son égard. C'est faux tout ça. Bon. Ces allégations-là, je les ai déjà niées, c'est faux. Alors, deuxième point, cette dame nous dit que vous lui avez écrit un poème. Ah, mais ça je m'en suis déjà expliqué également auprès de mes employeurs. C'est-à-dire, on travaillait sur du français. Et un jour, lors d'une boutade, j'ai dit bah oui, quand j'étais au lycée, j'écrivais du poème qu'une de mes camarades de classe prenait pour faire étudier à un professeur, sa sœur qui était professeur de français dans un lycée. Troisième point, il y aurait 2 employés que l'on qualifiera de témoins qui disent avoir assisté à des scènes. Le jour où elle s'est assise sur tes genoux.
La fois où elle a posé ta main, tu te souviens quand tu n'arrivais pas avec l'ordinateur, tu étais avec la souris de l'ordinateur, elle avait posé sa main sur la tienne et toi tout de suite tu l'as retirée, choquée. C'est ce qu'elles disent, hein. Moi j'ai toujours nié, c'est-à-dire que ce sont deux personnes qui sont complètement sous sa férule. Voilà quoi. Donc moi je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'est faux. Donc aujourd'hui, ce que vous me dites, c'est que cette dame, en fait, tout ce qu'elle dit, c'est faux. Bah, dans ce moment-là, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai aidé pour préparer le concours de moniteur éducateur. Je l'ai même accompagné parce que son compagnon ne pouvait pas l'accompagner, il était en stage. Si ça c'est du harcèlement, moi j'y comprends plus rien. À ce moment-là, on ne peut plus aider personne. Votre employeur, lui, quand il entend tout ça, moi je vous entends, là vous êtes convaincu de tout ce que vous nous dites et je ne demande qu'à vous croire, mais votre employeur, lui, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il a pris? Un principe de précaution dans un premier temps, mais aujourd'hui il en est où? Complètement, j'ai été écartée depuis que ça a été porté à sa connaissance. Donc j'ai été écartée comment dirais-je, de la responsabilité, hein, non seulement du groupe de 3 personnes là, qui appartenaient à une unité, mais également du reste. Donc moi j'ai déjà si vous voulez, subi un certain nombre de choses. Bien sûr. Depuis 2 mois, je ne suis même plus sur le donc je travaille à 7 km. Bon, après un arrêt maladie parce que ça m'avait complètement démonté. C'est possible, mais Nathalie, elle, serait en proie à une grave dépression. Pire, notre témoin aurait même failli mettre fin à ses jours. Sa situation serait insoutenable et devant les propos de l'ex-supérieur, elle tient absolument à réagir. Fragile psychologiquement, c'est vrai que je le suis devenue. En étant tellement harcelée, déboussolée, déstructurée, elle le sait très 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 bien. Quant au poème, je te félicite de faire de l'Aragon, je sais que tu es très forte, mais là, les yeux d'Eliatan, c'est un petit peu mon prénom. Oh, tu t'en souviens, je sais, parce que tu as eu tous les témoignages en main, ce qui a fait que tu as pu préparer ta défense. Mais ça, c'est pas le problème. Moi, j'exige. Ah, mais j'en doute pas avec tout ce que tu m'as fait comme mal. Mais j'en doute pas. Je le sais, mais oui, mais bien entendu, c'est tellement confortable. Mais moi, je demande une chose. J'exige des excuses, c'est tout, et que tu reconnaisses ce que tu m'as fait, et notamment dans la voiture. D'accord ? Voilà, parce que je me souviens bien de l'endroit, je me souviens bien de ce que tu m'as fait boire, je me souviens bien, pas du chemin, mais de l'endroit, oui. Oui, de l'endroit, oui, et de l'hôtel. Oui, c'est vrai qu'on avait oublié l'hôtel, dis donc. Sous prétexte que de travailler des écrits, tu m'emmènes à l'hôtel. Fragile psychologiquement, effectivement. Comment ça, à l'hôtel ? Vous avez dormi à l'hôtel, mais c'était lors d'un déplacement ? Absolument, bah oui, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait... C'est-à-dire que... répondre, s'il vous plaît ? Bah non, tu vas attendre 2 minutes, ça te fera du bien. Nous avions une chambre avec suite, mais comment dirais-je, les raisons premières, c'était de m'habituer à découcher de chez moi et que ça se ferait en douceur. Voilà. Et tu as même demandé de laisser la chambre ouverte la nuit parce que tu avais peur. Tu avais peur de dormir, si j'ai bonne mémoire. Hein. Je voulais surtout pas que tu me surprennes parce que c'est de ça dont j'avais le plus peur. Tu me repasses M. Courbet et puis... Alors, racontez-moi. Nous étions censés aller réviser des écrits pour que madame puisse travailler une VAE. Voilà, validation des acquis d'expérience, ce qu'on ne pouvait pas faire chez elle puisqu'il y avait toujours du monde, des animaux, etc. Donc l'idée c'était de trouver un lieu à l'extérieur. Et je puis le dire aujourd'hui, débourser quand même de certaines sommes parce que je n'avais pas de lieu d'ailleurs. Alors donc moi je l'ai fait en toute sincérité pour apporter de l'aide. Après, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Notre interlocutrice estime avoir fait le tour de cette histoire. Pourtant, comme l'explique Loïc Skoarnek sur un plan juridique, l'affaire est loin d'être terminée. Nathalie n'est pas restée simplement à la simple plainte verbale. Une plainte officielle vient d'être déposée auprès du procureur du parquet de la région dont vous dépendez. Donc, par conséquent, madame, je crois que Nathalie, si elle avait inventé tout cela, n'aurait pas pris le risque manifeste d'aller aussi loin. Et si je lis la plainte, c'est agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle, harcèlement moral et harcèlement sexuel. Elle sait très bien à quoi ça expose si elle porte de telles accusations sans avoir la moindre preuve. Alors, moi, je pose la question à Nathalie. Qu'est-ce que vous attendez d'elle, Nathalie ? J'attends des excuses. Oui, alors je dois m'excuser de quoi ? Mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, il faut aussi voir ma position. C'est-à-dire que j'ai fait des choses qui me semblaient naturelles et en termes d'aide, etc. Est-ce qu'à un moment donné, sans même mal y penser, vous lui avez, je ne sais pas, passé la main dans les cheveux. Vous lui avez, je ne sais pas, posé la main sur la cuisse. Non. Non, donc il ne s'est rien passé.
Donc vous n'avez pas à vous excuser de quelque chose qui s'est rien passé. Parce que du coup, ça sert à rien de s'excuser si vous lui dites, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on reconnaisse ce qui lui est arrivé. Maintenant, si vous dites, je n'ai jamais rien fait, j'ai été une cadre modèle, je vois pas pourquoi il faut s'excuser. Ouais. Ah oui, non, moi, je nie tout ça, quoi. Maître Michel. Oui, bonjour madame. Maître Michel, je suis un des avocats de l'émission. Oui. Et voilà, on va se parler très franchement parce que il faut que je vous dise les choses comme elles sont. Cette dame, elle fait une dépression majeure. Elle explique cette dépression, notamment parce qu'elle dit, on va appeler les choses par leur nom, qu'elle a fait l'objet de votre part, non pas de harcèlement professionnel, mais de harcèlement sexuel. Je vous mets en garde. Allô, allô. Allô. Ah, je n'ai plus rien, là. Ah. Il y a de la voix, et c'est fort. La conversation avec la présumée harceleuse de Nathalie est soudainement interrompue. Notre interlocutrice rencontre-t-elle vraiment un problème de réseau ou veut-elle fuir nos questions? Une chose est sûre, elle ne répond plus. Nous mettons tout en œuvre pour la voir à nouveau en ligne. Retour avec Nathalie. Nous étions en ligne avec la présumée harceleuse de notre témoin et le téléphone avait soudainement coupé. Nous essayons, encore une fois, de joindre cette femme. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Le téléphone ne répond plus. Heureusement, notre journaliste est toujours sur le terrain à proximité du siège de l'employeur de Nathalie. Keïna, m'entendez-vous? Oui, je vous entends très bien, Julien. Donc Keïna, vous vous êtes rendu chez l'employeur. Donc essayez d'avoir soit le responsable des ressources humaines, soit la direction, enfin un interlocuteur. Donc Keïna, on vous suit pour ce duplex, pour sans aucun doute. D'accord, je me dirige vers là-bas. Je suis devant le portail de cette fondation. Je vais essayer de sonner, tout de même. Attendez, j'entends un bruit. La porte est ouverte. Alors allez-y. Je vais aller m'adresser à la dame de l'accueil. Les minutes défilent et nous nous impatientons sur le plateau. Arriverons-nous à joindre un représentant de l'entreprise? Finalement, au bout d'un quart d'heure, Keïna Haït nous rappelle. Je viens d'avoir le responsable qui vient de me dire qu'il ne voulait pas discuter avec nous. Il m'a donné le numéro du responsable régional. D'accord. Qui va nous répondre. D'accord, donc il faut qu'on appelle le responsable régional? Voilà. Sans plus attendre, nous appelons le responsable régional de l'entreprise de Nathalie. Et juste après, ne manquez sous aucun prétexte des voisins qui se harcèlent mutuellement. Comment tu le vois que je suis en petite tenue? Non, t'es pas en train de me filmer chez moi, là? Non, je te filme pas, je te vois à ta petite fenêtre devant. Retour avec Nathalie. Nous appelons un responsable de son entreprise. Oui, allô? Bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Nous rappelons au responsable régional les problèmes de Nathalie. Nous lui expliquons aussi que notre témoin souhaite être licencié. Premier point positif, notre homme nous avoue être au courant de l'affaire. En tant qu'employeur, je suis tenu par le droit du travail et j'ai des responsabilités que j'assume. Donc nous avons écouté et pris en compte les déclarations de cette personne. Nous avons fait de même auprès de sa chef de service qui se déclare elle-même victime. Nous avons pris des mesures immédiates de protection et d'éloignement à l'égard de ces deux salariés. Tout à fait. Donc Tout à fait. Elles ne travaillent plus ensemble. C'est vrai. Et elles ne sont plus sur le même lieu. Tout à fait. Donc c'est pareil, on a écouté les membres de l'équipe. On a eu 9 entretiens avec les membres de l'équipe. 2 vont dans le sens des accusations qui sont portées par la salariée. Il y a aussi 7 autres personnes qui ne portent absolument pas. Mais est-ce que ces 7 personnes étaient dans le bureau le jour où cette dame s'est assise sur les genoux de Nathalie? Non. Les autres ne font que décrire des scènes qu'elles ont vues. Elles sont, entre guillemets, un petit peu grillées dans l'entreprise. Pourquoi elles le feraient? Pourquoi? Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Ben oui, mais c'est justement parce que vous ne pouvez pas me répondre qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur la véracité, au moins peut-être pas l'intégralité, mais une partie de ce qui est dit ce soir. D'après les éléments que nous détenons, Nathalie a, ou à partir du mois de septembre 2007, fait part à plusieurs personnes, dont la responsable des ressources humaines,
de la situation et de la gravité de sa situation. Ce que je veux dire par là, monsieur, c'est qu'à ce moment-là, quand des personnes ont pu avoir la possibilité, dès le mois de septembre-octobre, de prendre en considération les propos de Nathalie et de vérifier si c'était vrai ou non, je suis au regret de dire, monsieur, que ça n'a pas été fait. Maintenant, il y a aussi autre chose. Il y a un poème. Alors, on a appelé cette dame qui nous a dit « Nous faisions un travail sur le français ». Et elle lui a écrit un poème qui s'appelle « Regard croisé », entre parenthèses, ou les yeux d'Eilatan. Eilatan étant l'anagramme de Nathalie. Et permettez-moi, monsieur, de trouver ce poème légèrement équivoque par rapport à la situation que nous évoquons. Je ne sais pas si vraiment, dans le cadre d'une formation, il est de très bon goût de travailler sur des anagrammes et des poèmes de ce style-là. À l'hôtel. Et à l'hôtel. En plus, ça s'est passé lors d'une formation qui a eu lieu apparemment à l'hôtel. Oui. Alors, pour ce qui est en fait de... Vous dites que... c'était une responsable des ressources humaines. Alors, c'était pas une responsable des ressources humaines. C'était une secrétaire. Systématiquement, quand elle s'est confiée à ses collègues, elle a exigé leur silence et leur confidentialité et leur faisait promettre de ne rien dire. On va se parler franchement, cette jeune femme qui est à nos côtés, elle était couverte de cadeaux, des diamants, des fleurs par son supérieur hiérarchique qui lui envoie des poèmes, qui lui téléphone je sais combien de fois, qui la suit dans sa rue, la rue qui vient chez elle. Enfin, c'est une situation qui sort de toute normalité, de tout rapport hiérarchique normaux. Au bout du fil, le responsable régional de l'entreprise ne semble pas convaincu. Mais si notre homme ne reconnaît pas la version de Nathalie, notre témoin souhaite au moins pouvoir être licencié pour avoir la possibilité de prendre un nouveau départ. Sur ce point, qu'en pense le directeur? Moi, je reste à son écoute. C'est évident, je l'ai déjà rencontré. Et puis, je suis prêt, d'une part, à l'accompagner, à l'aider pour qu'elle puisse reprendre son travail dans les conditions de sécurité et vraiment de protection qui puisse garantir sa sérénité. Alors, Nathalie, qu'avez-vous à répondre? Alors, reprendre ce travail dans ces conditions, je ne peux pas. Et le reprendre tout court, je ne crois pas. Les gens te regardent de haut. Non, j'ai perdu énormément dans cette affaire. Maintenant, vous, en tant qu'employeur, vous avez une personne en pleine détresse. Abrégeons tout ça, trouvons un accord, vous lui dites, voilà, madame, vous partez, dans quelles conditions, et on n'en parle plus. Parce que là, on va attendre des mois pour empirer sa situation. Si ça se trouve, au bout du compte, elle va avoir raison, elle va réclamer d'autres choses derrière. C'est juste ça qu'on vous demande. Maintenant que vous laissiez faire la justice, bien sûr et heureusement. Maître Michel, et après on laisse monsieur répondre. Bien sûr. Simplement, monsieur, est-ce que vous seriez d'accord pour recevoir Nathalie avec le X-Cornec dans votre bureau pour trouver une solution technique juridique qui soit conforme à vos intérêts et aux siens et qu'on en termine convenablement? D'accord, donc moi ce que je retiens en fait, je retiens effectivement la proposition qui est faite si elle est d'accord de la rencontrer avec monsieur Skornek. Très bien, monsieur, bien. Tout à fait. Moi je suis d'accord. Nathalie? Oui, oui. D'accord. On peut prendre le rendez-vous tout de suite, comme ça ce sera OK. On va faire le point avec Nathalie. Monsieur, je vous remercie en tout cas de nous avoir parlé. C'est très gentil à vous d'avoir répondu en toute transparence à nos questions. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne soirée. Loïc Skornek va vous appeler. Merci monsieur. Au revoir. Merci à vous tous, vraiment. Merci à tous les deux, bravo pour votre courage. Merci à tous. Même si son entreprise ne reconnaît pas encore clairement sa version des faits, Nathalie est heureuse d'avoir été entendue. Nous avons tenté à de nombreuses reprises de joindre la supérieure mise en cause, sans succès. Mais grâce à notre intervention, notre témoin devrait être licencié. Sur le fond, la justice tranchera et nous suivrons cette affaire de près.